La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres à 8h41, Maître Sophie Obadia et Nicolas Béthou, directeur de l'Opinion. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour David. On va parler politique dans un instant, mais hier, la présidente du Louvre, on l'a entendu dans la revue de presse, a présenté sa démission au président de la République, qui l'a accepté. Ce psychodrame à la tête du plus grand musée du monde, un an après que le chef de l'État avait formulé pour l'établissement de très grandes ambitions. Est-ce que cette affaire raconte quelque chose, selon vous, au-delà de la dimension pittoresque du cambriolage? Est-ce que ça raconte quelque chose sur la France? Ah oui, ça raconte beaucoup de choses sur la France. C'est que la grève qui a commencé a déjà permis de perdre 2 millions d'euros, comme ça, tout d'un coup, parce qu'on nous dit le climat social est tendu au Louvre. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous dit que le climat social est tendu au Louvre. Alors que le Louvre soit un établissement obsolète, qu'il faille le moderniser, c'est une évidence. Qu'il soit congestionné, elle le raconte bien dans son interview, Madame Descartes, parce qu'il y a un tourisme de masse épouvantable. Vous êtes déjà allé au Louvre récemment, c'est injouable, hein. En réalité, on peut pas vraiment voir une œuvre. Donc ça, je comprends, tout ça, je l'entends. Mais que les syndicats, les salariés puissent dire toute la journée, en fait, c'est une femme très désagréable, méprisante, cassante, et qu'ils ne soient pas tous sur le pont avec tout ce qui s'est passé au Louvre, moi, me choque. Et puis, pardon, je ne sais pas si je reprendrai la parole, mais n'oublions pas quand même que le Louvre à Abu Dhabi et certaines puissances étrangères, notamment du côté du Golfe, ont très très envie de récupérer beaucoup de biens qui se situent au Louvre, et que donc les syndicats, à mon sens, et en tout cas tout ce qui est dit contre Madame Descartes, que je ne connais pas, m'apparaît être quand même une guerre politique peut-être un peu plus subtile qu'on ne le croit, avec ce qu'on appelle des proxys, des gens qui passent par les institutions culturelles en France pour aussi se faire une place au soleil. Nicolas Béthou, c'est une histoire française, ce psychodrame au Louvre. C'est une histoire française, moi je le prendrais sur un terrain assez différent, qui est celui de la responsabilité politique, ou plutôt de l'irresponsabilité politique. En fait, on entend, et Hervé Gattegno l'a souligné avec vous tout à l'heure, que c'est l'Élysée qui annonce le départ de Laurence Descartes. La réalité, c'est que Laurence Descartes avait démissionné une première fois et que le président de la République a refusé sa démission. La réalité, c'est que Emmanuel Macron porte dans cette affaire une responsabilité considérable. Non pas l'histoire des pieds nickelés qui ont cambriolé les bijoux de la couronne, mais une responsabilité dans le fait que... Enfin, les pieds nickelés, ils ont réussi, hein. Oui, enfin bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce sont des pieds nickelés, ils ont été pris, les bijoux sont toujours introuvables, mais l'histoire est rocambolesque. Je ferme la parenthèse pour dire que tout de même, cette affaire arrive après que Emmanuel Macron a lancé un grand projet de modernisation avec la création d'une nouvelle entrée au Louvre, la modernisation de la pyramide du Louvre, et qu'il a totalement négligé, ou en tout cas que jamais il ne s'est préoccupé de savoir si l'entretien même des bâtiments n'était pas la priorité. Est-ce que le président doit descendre aussi bas dans les dossiers? Peut-être pas, mais qu'il mobilise l'épargne de qui, on ne sait pas encore, mais qu'il mobilise des centaines de millions d'euros pour modifier les grandes entrées du Louvre, au lieu de laisser la présidente, en l'occurrence, s'occuper de restaurer la sécurité, la protection, la lutte contre l'incendie et les cambriolages. Enfin, c'est invraisemblable, et ça dit ce qu'est à la fois Emmanuel Macron et la vision budgétaire de la France. On s'occupe de grands projets d'avenir, on néglige le présent et on laisse s'accumuler une dette sécuritaire, une dette technique, technologique. Pour la France, une dette financière et budgétaire. Et puis ils ont tous les problèmes en même temps, parce que ils ont le climat social. La réponse pour améliorer le climat social, c'est la grève, donc un nouveau paradoxe syndical. Ils ont le surtourisme, enfin ils ont tout en même temps. Mais tout ça, oui, ils ont tout en même temps. Enfin, je veux pas me faire les avocats de Madame Descartes. Rien n'est imprévisible, le surtourisme est prévisible, et d'ailleurs il n'a pas commencé aujourd'hui. Et par ailleurs, le climat social, il est une espèce de surinfection sur un climat qui déjà était très délétère. Oui, ça se discute. Moi, je le vois pas comme une surinfection, je le vois comme une des causes de l'absence de modernisation et du frein au développement de ce musée. Marqué au syndicat, donc. Non, mais je veux dire, c'est pas très normal que tout le monde soit pas sur le pont. Moi, j'en profite pour dire quand même qu'il faut aller au Louvre-Lens, qui est une pure merveille. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. En attendant, on va parler politique. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, la patronne du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale. Vidéo où elle explique que LFI s'opposera à une victoire du Rassemblement national, même si celui-ci triomphe dans les urnes.
Moi, je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Alors là, il y a quelque chose, enfin il y a tout un tas de choses. Il y a l'antifascisme, il y a l'assimilation de Madame Le Pen au fascisme, et ensuite il y a le non-respect du résultat des urnes si jamais le Rassemblement national triomphait. Et c'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave, et c'est ce qui, à mon grand étonnement, ne provoque pas des vagues énormes, y compris au sein de la gauche, qui n'est pas LFiste. Enfin, il y a eu très peu d'articles, vous avez raison là-dessus. Quelqu'un qui dit « nous ne reconnaîtrons pas le résultat de la démocratie des urnes si c'est la droite, l'extrême droite qui l'emporte », c'est gravissime. Et quand vous additionnez ça à la technique que déploie maintenant Jean-Luc Mélenchon, qui est de critiquer ce qu'il appelle et d'essayer de démolir ce qu'il appelle l'officialité médiatique, il met en place aujourd'hui une nouvelle histoire de tout ce qui s'est passé à Lyon et ailleurs. À Lyon, la victime n'est plus une victime, c'est un néo-nazi. Hein, ceux qui l'ont tué, ces meurtriers, sont des camarades. Et on réécrit complètement une histoire. Dans une conférence de presse absolument surréaliste dans laquelle il avait sélectionné les médias qui avaient le droit d'assister ou pas, Jean-Luc Mélenchon a laissé libre cours à sa verve et il a démoli les médias qui ne l'encensent pas. Libération a été traité le journal de carpette boboïde. S'il en est insulté Libération, c'est que ça va très très mal. Le Monde aussi, qui est une succursale de l'ambassade US, et puis les journalistes en prennent pour leur grade. Patrick Cohen est le perroquet du système, un Christophe Barbier est un fasciste parfumé. On dirait non mais c'est absolument incroyable. On dirait le capitaine Haddock, vous savez, qui multiplie les bachibouzouk. Et tous ces médias, dit-il, racontent des saloperies. Et là, on n'est plus chez le capitaine Haddock, mais chez le vieil oncle un peu dingue qui, à la fin du repas, a perdu un peu le sens des mots et part en dérive. Ce que ça dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot est en train de sortir du cadre démocratique et de justifier l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir reconnaissance par l'extrême gauche d'un vote majoritaire à l'extrême droite. Et tous ceux qui seraient tentés de le reconnaître quand même, ce qu'il appelle l'officialité médiatique, sont des gens qu'il faut exclure en les ridiculisant ou en les attaquant du système. Sophie Obadia. Un nouveau parti anti-système, effectivement. Les mots, c'est l'inquisition dont parlait Jean-Luc Mélenchon, l'antifascisme, effectivement. Nous sommes les résistants. Voilà, c'est le nouveau discours qui permet de dire nous sommes les résistants au système. Nous sommes, puisque le RN est normalisé, eh bien, il faut bien qu'il y ait un parti qui soit contre le système, et c'est LFI. Enfin bon. Vous savez, comparaison n'est pas raison, mais la résistance, c'est évidemment autre chose. L'extrême gauche, elle a toujours eu son narratif, qui était plutôt un narratif d'ailleurs qui se souciait assez peu de l'environnement et qui attendait le grand soir et qui était porté vers la révolution et qui regardait l'horizon d'un soleil rouge qui se lèverait sur les usines et sur les champs. Là, il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que il y a vraiment un narratif alternatif. On est vraiment dans les vérités alternatives. Absolument. Ce refus des urnes, cette manière de raconter une histoire qui, encore une fois, exclut tous ceux qui pensent être pas trop éloignés de la vérité, mais qui n'adhèrent pas au système Mélenchon. C'est très... Alors, aujourd'hui, les références les plus récentes, c'est l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. Ouais. C'est les dictatures admirées par Jean-Luc Mélenchon, des Chavez et compagnie, qui à coup de d'heures et d'heures de discours, façonnent un esprit général et essayent de domestiquer en fait les forces qui leur sont hostiles. C'est très grave, hein. Refus de la démocratie, refus des oppositions, de la réalité refus aussi. De la réalité et de la critique et que peuvent exercer par exemple les médias, c'est tout de même quelque chose qui construit un élément de dictature. J'essaye de trouver, juste en un mot, une excuse à Mathilde Panot, qui n'est pas revenue. Est-ce qu'elle l'a dit ? Est-ce qu'elle s'est laissée entraîner un peu loin ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le début de quelque chose qui, de façon insidieuse, est destiné à faire peur à tous ceux qui, dans un deuxième tour, Bardella-Le Pen se diraient
j'ai peur de voter Bardella parce que la révolution sera peut-être dans la rue à cause de l'extrême gauche. La seule excuse de Mathilde Panot, c'est qu'elle obéit à Jean-Luc Mélenchon. C'est surtout ça. Oui, c'est assez aveuglant d'ailleurs. C'est assez curieux. Et Sophie Obadia, pour terminer sur cette séquence, vous avez un souvenir? Est-ce que Jean-Marie Le Pen était aussi offensif vis-à-vis des médias au moment de son explosion où il s'opposait en paria du système? Non. Je parle de Jean-Marie Le Pen. Non. Souvenez-vous, il participait aux grandes émissions télévisées. Il critiquait, avec ironie, avec une forme d'humour, mais pas des termes aussi définitifs où nous ne respecterons pas le résultat des urnes, qui en fait signifie que tout le système est fasciste, puisque nous sommes antifascistes et que nous rejetons le système. Donc nous sommes tous fascistes. Qui n'est pas avec nous et contre nous et qui est contre nous. Tous ceux qui donc respectent la démocratie sont des fascistes. Mais comme vous avez peut-être entendu que, comment s'appelle-t-elle, l'autre jeune femme qui militait... Sophia Chikirou. Non, l'autre encore, peu importe, a dit que de toute façon, Jaurès devait se retourner dans sa tombe face à ces mouvements fascistes. Là, nous nous sommes tous dit, mais le fascisme et Jaurès, ça n'est pas possible, ça ne marche pas ensemble historiquement. Eh bien, ce sont des gens qui confondent toute l'histoire, tous les termes, toute la terminologie, et donc nous sommes tous des fascistes. Voilà. En tout cas, Jean-Marie Le Pen, s'il avait dit le quart de la moitié de ce que se permet de dire Jean-Luc Mélenchon, aurait été cloué au pilori médiatique cette fois-ci. Manon, comment s'appelle-t-elle? Manon Bry, c'est elle qui a dit ça, oui. Alors, c'est une rupture non conventionnelle, celle de la France insoumise avec le système. On va revenir à la rupture conventionnelle, maître Sophie Obadia. Alors, il y a des négociations aujourd'hui pour la remettre en question parce que ça coûte très cher à l'UNEDIC. Alors, 400 millions par an, c'est un gisement d'économie. Alors, on va me dire, oui, mais les déficits, c'est des milliards et des milliards. Sauf que, à force de dire les déficits, c'est des milliards et des milliards, dès qu'il y a un million, c'est peanuts et on fait pas d'économie. Oui. C'est quand même délirant cette mentalité. Non, mais ça c'est le travers statisticien. 400 millions par-ci, 400 millions par-là, c'est pas bien grave vu que le déficit est abyssal et se compte en milliards. C'est pas normal. Alors revenons à l'utilité ou pas de cette rupture conventionnelle. Les 400 millions, ça veut dire 21% quand même des allocations chômage qui vont indemniser des gens qui ont signé une convention. Bon. Donc c'est quand même pas rien, un cinquième. Alors ce qui m'a intéressé, c'est comment est née en fait en 2008 cette possibilité de rompre et de signer une rupture conventionnelle. C'est qu'on voulait flexibiliser les embauches en CDI. C'est quand même plus simple, les gens vont venir, partir plus simplement. Bon, ça n'a pas vraiment fait baisser les licenciements. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que Laurence Parisot, à la tête du MEDEF à l'époque, avait voulu faire une comparaison. Et là, je vois bien que comparaison n'est pas raison, selon moi. C'est que elle s'est dit, en 1975, on a créé le divorce sur consentement mutuel. On a cessé de considérer que la faute seule pouvait permettre de divorcer. Donc, par un parallélisme avec les salariés, eh bien, on va cesser de parler de faute, on va enlever ce terme peut-être infamant, je ne le crois pas, et se dire que donc on va trouver un terrain d'entente. Voilà. Mais ça n'a rien à voir entre une femme qui ne pouvait pas divorcer parce qu'elle était soumise peut-être économiquement et un salarié qui peut à tout moment démissionner. Il y a quand même une sacrée différence. Vous pensez qu'il y avait de la conjugalité dans l'inconscient du législateur? Oui, et peut-être même un peu de paternalisme en se disant, pour qu'il parte, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on trouve une bonne entente. Mais ça nous coûte cher, parce qu'en fait, on ne prend pas ses responsabilités. Le salarié qui part à répétition, car il y a des carrières qui se construisent de la sorte, qui part à répétition avec plusieurs ruptures conventionnelles au cours de sa carrière, j'en connais, et en réalité, eh bien, jamais il ne se dit, ça ne me plaît pas, je pars. Il ne prend pas ses responsabilités. Nicolas Bétou, c'est anti-économique ou ça fait partie de la flex-sécurité à laquelle la France a beaucoup de mal à adhérer? Non, le régime, lorsqu'il a été introduit, répondait à une double exigence. La première, celle du patronat, une demande en tout cas, qui voulait davantage de sécurité juridique dans un cadre de séparation avec un salarié, et pour le salarié, davantage de tranquillité pour éviter de mener une bataille sociale. Au fond, c'était... Alors, je reprends le terme de divorce par consentement, qui était une facilitation de tout ce qui est process de rupture sociale, qui sont très complexes, très coûteux, y compris pour les salariés. Il y a eu une dérive. Il y a une dérive évidente, et il faut essayer d'économiser... Chez les cadres. Chez les cadres, chez tout le monde, et chez les patrons. Je suis pas sûr que ça se passe comme ça chez les plombiers mais ou aussi dans chez les employeurs, hein. qui trouvent une vraie facilité à se séparer comme ça de salariés dans certaines conditions. Il faut que, pour réformer ça, il faut que les patrons payent davantage.
Et il faut que les salariés qui profitent d'une rupture conventionnelle reçoivent moins, en particulier avec des délais de carence ou des limitations dans la durée des indemnisations. C'est une très bonne cause que de limiter les effets et le coût de ces ruptures conventionnelles. Mes amis, je vous propose de dénouer le contrat qui nous unit jusqu'à la semaine prochaine. Je vous remercie et je vous propose de nous séparer avec une valse de Joseph Strauss. Vous l'entendrez sur la longueur à partir de 9h30 dans l'émission musicale de Pauline Lambert. Changer d'air, ça s'appelle Les Rameaux de la Paix. On la rebaptise Les Rameaux de la Paix sociale entre employeurs et employés. Je vous dis à la